Allô, moi c'est Moira, Moi, c'est Alicia. et ensemble on est les vulgaires. Aujourd'hui, on continue notre série de vidéos avec la Faculté de sciences et génie de l'Université Laval, puis on vous parle d'un sujet qui, vous vous en doutez sûrement, nous tient vraiment à cœur, la vulgarisation. Dernièrement, on a trouvé qu'il y avait plusieurs interventions de pertinence douteuses présentes sur les médias sociaux, puis que peut-être qu'une présence supplémentaire de vulgarisateurs dans la sphère sociale pourrait aider à contrôler un peu ces messages-là, puis à éviter qu'ils se propagent trop, un peu comme la COVID. Tu peux plus faire des blagues comme ça. Donc, on a choisi aujourd'hui de vous parler de l'importance de la vulgarisation dans nos vies, mais également de l'importance qu'on voudrait que la vulgarisation ait dans l'espace public. Ça fait un peu conflit d'intérêts que deux vulgarisatrices en devenir parlent de l'importance de la vulgarisation. On voulait pas avoir l'air de Big Pharma qui push des gros médicaments parce que ça leur fait plus d'argent. Fait qu'on avait pensé faire un genre de vox pop où on demande l'avis des autres pour avoir comme plus d'intervenants. Sauf que là, le temps des fêtes, ça n'a pas été facile pour personne. Premièrement, on s'est fait annuler tout rassemblement. Après ça, Ali a eu la COVID, alors elle a eu besoin d'un repos, tout à fait normal. Ensuite, maintenant qu'on avait voulu faire un vox pop dehors, il s'est mis à faire comme -30. Fait que là, toutes nos idées d'être comme Guy Nantel, vraiment drôle, sont tombées à l'eau. À la place, on a contacté différentes personnes qui nous ont inspirés dans notre chemin vers la vulgarisation ou qui sont des vulgarisateurs, vulgarisatrices d'exception selon nous. On va rajouter un peu leur réponse à certaines questions qu'on leur a posées. Puis, comme vous voyez, nous sommes de retour à notre ancien setup pour filmer, donc malheureusement, nous ne pouvons pas être dans la même pièce. Donc, moi, regarde le beau décor et moi, j'essaie de me faire un petit setup chez nous avec peu d'espace. Une des inspirations pour cette vidéo-ci, c'est un article de Marie-France Bazot paru dans la presse en décembre dernier. Donc, on va vous le mettre, bien sûr, dans la boîte de description si vous voulez aller lire. Cet article-là fait juste mentionner que la vulgarisation n'est pas assez présente dans la sphère publique. Pendant une pandémie ou pendant n'importe quelle crise un peu à saveur scientifique, on voit vraiment l'importance d'avoir une bonne littératie scientifique dans la population, puis l'importance d'avoir justement une façon efficace de communiquer la science avec le grand public. C'est sûr qu'une pandémie, justement, ça le met en lumière que ça manque, mais ça nous prend ça absolument en permanence. Donc, pas juste quand on est en pandémie, mais toujours avoir des gens qui sont impliqués à vulgariser la science. Puis ça n'a pas besoin d'être nécessairement des célébrités ou quoi que ce soit, mais juste de savoir qu'il y a des gens qui sont disponibles pour expliquer la science au public en tout temps. Je pense que ça serait vraiment quelque chose, un projet de société, on peut dire, à prioriser dans les prochaines années. Puis ben justement, ça nous a inspiré à réfléchir puis à nous poser certaines questions. Ben, premièrement, pourquoi est-ce que la vulgarisation n'est pas plus mise de l'avant dans la sphère publique? La vulgarisation scientifique, ça a déjà été super important. Si on retourne dans l'histoire, Lavoisier faisait des grandes présentations aux agriculteurs pour leur dire quand est-ce que c'était le temps de semer leurs grains ou de faucher parce que la météo a l'air bonne. Pourquoi elle était bonne? Parce que lui, il avait développé, il avait compris la pression atmosphérique, il y avait un lien avec la météo. On a perdu ça. Pourquoi? Parce que le système actuel n'est pas basé sur transmettre des connaissances. C'est basé sur acquérir des compétences, enfin, acquérir des connaissances. Si je fais de la recherche, plus je fais de la recherche, plus j'ai d'étudiants, plus je publie, plus je transmets mes connaissances à un groupe élite dans l'univers, ben, plus c'est valorisé. C'est pas valorisé de dire je suis allé faire une conférence dans une école secondaire, ça te donne 0 point lorsque tu fais des demandes de subvention. Et même, ça, pour un chercheur et une chercheuse, quand tu fais ça, ben, tu perds du temps. Le temps que tu mets là, ben, tu ne le mets pas à faire une demande de subvention. Le temps que tu fais ça, tu ne mets pas à écrire une publication. Et c'est généralement un élément d'avoir vu 50 000 jeunes faire des conférences scientifiques dans un panel d'experts, dans un comité d'évaluation. Ça ne pèsera pas beaucoup dans la balance pour obtenir une subvention parce que tout le monde est comparé. Mais on est comparé sur la productivité scientifique. Donc, il y a un effort des organismes subventionnaires de s'adapter à ça et de valoriser
la vulgarisation scientifique et la participation des scientifiques dans l'espace public, mais on est encore très, très loin de comptabiliser ça au même titre qu'une publication. J'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet-là, mais je vais essayer de faire ça court. Je dirais une des raisons pourquoi je pense que la vulgarisation n'est pas plus mise de l'avant, c'est parce que en tant qu'humain, on aime mieux agir quand ça va mal que prévenir quand ça va bien. C'est un peu comme avec la vaccination, par exemple, où on va donner un traitement à des gens en santé pour prévenir des dommages. Puis ça, on l'a vu pendant la pandémie, c'est pas nécessairement tout le monde qui est fan de ça. Puis je pense que c'est similaire avec la vulgarisation scientifique. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à voir son utilité, à moins d'être en temps de crise comme une pandémie, mettons. Puis même encore là, j'ai l'impression que les gens ne voient pas nécessairement son utilité à 100%. Les effets bénéfiques de la vulgarisation, selon moi, ça se fait sentir avec le temps. C'est pas immédiat. Puis, bref, je pense que la communication scientifique est juste pas plus mise de l'avant, autant par la population générale que le milieu académique, parce qu'on a de la difficulté à voir son utilité. Une des raisons pourquoi je pense que les gens ne voient pas nécessairement l'intérêt de faire de la vulgarisation, c'est que on voit ça un peu comme, je veux pas dire comme une corvée, mais on voit que c'est beaucoup de travail, puis il n'y a pas nécessairement beaucoup de retombées positives pour le vulgarisateur lui-même. Je veux dire, les gens qui en font une carrière, c'est sûr que c'est le fun d'avoir un job, mais pour les gens qui font ça un peu à temps partiel, des fois, ça a l'air d'être beaucoup de temps à investir avec pas nécessairement d'avantage, à part l'avantage éternel de propager la science. Le point de vue que tu apportes, c'est plus le point de vue comme de la personne qui fait la vulgarisation. Mais de l'autre côté, il y a aussi que en tant que société, on n'a pas assez soutenu la vulgarisation. Fait que peut-être qu'au final, ça a amené tous ces obstacles-là aux gens qui tentent de se lancer dans la vulgarisation. Fait que je pense que ça va au-delà des obstacles des individus qui veulent se faire de la vulgarisation. C'est plus que collectivement, on doit investir comme de l'argent, du temps, de l'énergie à valoriser la vulgarisation si on considère que c'est donc important. Puis je pense que les dernières années nous ont confirmé à tout le monde que c'est super important. Fait que maintenant qu'on a constaté ça ensemble, il faut passer à l'action puis faire des changements pour rendre le travail de vulgarisation et la vulgarisation plus accessible. Pour le grand public, consommer du contenu de vulgarisation dans ses temps libres, ça peut avoir l'air un peu plate. C'est pas nécessairement full sexy d'aller faire « Ouh, je vais m'instruire sur les nouvelles récentes en sciences. Ça va être vraiment le fun. » Aussi divertissant qu'un épisode d'Occupation Double. Peut-être pas. Mais en faisant, mettons, du contenu court ou du contenu qui est facilement digérable, ça peut être juste de prendre 5 minutes dans sa journée pour un peu se tenir au courant des dernières nouvelles scientifiques ou pour découvrir un nouveau sujet qu'on connaît pas. Il y a eu comme quelques événements pendant le temps des fêtes qui impliquaient des influenceurs qui ont fait remettre en question comme notre utilisation puis notre consommation des réseaux sociaux. Puis j'ai l'impression que ça partit un mouvement. Un autre obstacle qui peut possiblement y avoir à se lancer en vulgarisation ou à faire de la vulgarisation, c'est que ça peut vraiment avoir l'air super intimidant. C'est beaucoup de travail, je vais pas mentir, donc ça prend beaucoup d'énergie. Par contre, je pense que s'il y a plus de gens justement qui s'investissent en vulgarisation puis qui décidaient de produire du contenu puis de se lancer, ça mettrait un peu moins de pression sur tous les gens qui en font, puis ça la distribuerait plus équitablement entre tout le monde. Puis ça ferait qu'on se sentirait peut-être plus supporté d'en faire. C'est sûr que je comprends qu'on peut facilement se mettre en doute puis se demander « Ah, est-ce que j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour faire la vulgarisation? » Moira puis moi, je pense qu'on a trouvé qu'il y avait certaines qualités qui étaient essentielles à avoir. Je pense que c'est des qualités qui sont déjà assez communes chez les gens dans le monde scientifique. Il faut être curieux, tiens, je vais dire ça. Il faut être très curieux. Autrement dit, est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que quelqu'un va comprendre ça? Est-ce que ce que je dis, dans la tête d'un jeune de 13 ans, ça veut dire la même chose que ce que moi j'ai en tête? Donc, d'être curieux, puis de fouiller, puis de voir, quand tu fouilles, tu fais de la recherche, tu vois des façons de présenter la science qui va t'inspirer, puis avec ça, tu vas façonner le vulgarisateur, la vulgarisatrice en toi. Mais d'être curieux, ça a l'air drôle, c'est pas juste des aptitudes de compétences, de communication orale. Plus tu es curieux, plus tu es curieuse, plus tu vois ça différemment. Pose-toi des questions. Il faut se poser des questions, c'est ça le meilleur truc. Je pense que celle qui me vient en tête, là, c'est toujours la curiosité. Puis ça, je pense qu'une personne qui s'intéresse à la science, qui œuvre en science, est curieuse de nature. Ça prend de la curiosité pour
s'intéresser à différents sujets parce que la vulgarisation, souvent on commence avec notre domaine de recherche, mais des fois on s'aventure comme dans d'autres domaines scientifiques puis qu'on veut le vulgariser. Puis ça, ben, ça prend de la curiosité pour comme faire ses recherches. Je pense que la curiosité en vulgarisation, ça a aussi l'avantage que ça va t'amener à essayer de comprendre un peu le point de vue d'autres personnes, puis de voir comment d'autres gens vont voir ce sujet-là que toi, tu vois avec ton œil très scientifique. Puis ça nous rend des meilleures vulgarisatrices parce que il y a tellement de manières d'expliquer quelque chose que quand on se met dans la peau des autres, ben on arrive à comme personnaliser ça à notre public cible. Fait que c'est vraiment important ce que tu dis, là, comme la curiosité de juste s'intéresser à l'autre ou à la personne qui nous écoute. Fait que 100% d'accord avec toi. Fait que selon moi, ça prend plusieurs qualités pour être une bonne vulgarisatrice. Mais je dirais que la première qui me vient en tête, c'est vraiment l'empathie. Parce que selon moi, il faut savoir s'adapter à qui on parle si on veut s'assurer d'être bien comprise. C'est vraiment beau avoir toutes les connaissances du monde, mais si t'es pas capable de t'adapter à l'âge, le niveau de connaissance, les inquiétudes de la personne à qui tu t'adresses, ben, je pense pas que tu vas être capable d'adapter ton discours. Puis ça va faire en sorte que, ben, au final, ta vulgarisation, elle sera pas nécessairement aussi efficace qu'elle pourrait l'être. Une qualité que je pense que c'est important d'avoir en tant que vulgarisateur, c'est d'être créatif. Tu sais, ça va vraiment aider à faire passer le message d'une façon appropriée à l'auditoire qu'on cherche à rejoindre. C'est sûr que, par exemple, si on vise un public plus jeune, il va falloir s'adapter à ce public-là, puis en étant créatif, on va arriver à trouver des solutions différentes et nouvelles pour parler de sujets qui peuvent être un peu compliqués. Puis quand je dis d'être créatif, je veux pas dire d'avoir eu A+ dans tous ces cours d'art au secondaire. Une chance, je suis pas capable de faire un dessin. Créativité n'égale pas talent artistique, ça peut être simplement de trouver une façon nouvelle d'expliquer un sujet. Peut-être une autre qualité qui est importante en vulgarisation, c'est d'être tenace. Quand on se lance en vulgarisation, on ne sait pas trop si ça va fonctionner du premier coup. Fait que, tu sais, il faut comme être prêt à ce qu'on change un peu notre formule. Il faut être prêt à ce que certaines fois, ben, le message soit moins bien entendu ou qu'il passe moins bien, d'avoir des commentaires négatifs. Puis, tu sais, de juste comme s'ajuster, de développer sa confiance, puis d'être assez tenace pour persévérer là-dedans. Puis ça aussi, je pense que c'est une qualité qui est commune à bien des scientifiques, là, parce qu'on est habitué de se faire dire non puis de se faire rejeter des articles scientifiques, là. Puis toi, Ali, est-ce que tu penses qu'on est vulgarisatrice ou qu'on le devient? Est-ce que tu penses que, tu sais, si t'es pas née vulgarisatrice, too bad for you? Je pense vraiment que ça peut s'acquérir. Mais moi, je suis quelqu'un de très timide à la base. J'aime pas beaucoup parler en public. Fait que j'aurais facilement pu faire « Ah, la vulgarisation, c'est pas pour moi ». T'sais, au fil de mon parcours, j'ai appris à développer ces qualités-là. Juste de me sentir plus confortable, justement, à parler en public puis à faire ces choses-là qui me rendaient mal à l'aise précédemment. On peut aussi adapter sa vulgarisation à ses limites, peut-être. Par exemple, si j'aime pas ça parler en public, ben, je peux écrire des textes de vulgarisation, je peux être journaliste. Je peux avoir une page un peu anonyme où est-ce que je vais juste publier des infographies puis qu'on voit jamais mon visage. Pour cette raison-là, je pense qu'on peut... Un peu des deux. On est avec la curiosité puis la passion pour devenir un vulgarisateur, mais on devient vulgarisateur dans le sens qu'on développe ces compétences-là. Je pense que ça prend une petite partie innée en soi pour devenir vulgarisateur. Il y a des gens qui veulent absolument l'être, qui développent des compétences, qui deviennent un peu habiles à faire ça, mais ça prend une base initiale d'être capable de te mettre dans la peau des personnes qui t'écoutent. Et ça, c'est vraiment très difficile, surtout plus tu deviens avec des connaissances pointues, plus tu avances dans tes études, plus ça devient difficile de te mettre dans la peau d'un jeune de 13 ans ou de monsieur, madame, tout le monde, de l'âge d'or, de la fédération, de la FADOC, là, etc. Fait que, ça demande quand même un certain... Ça prend certaines aptitudes de départ, mais ça s'améliore grandement si tu veux. Les personnes peuvent trouver des ressources, se pratiquer, puis se pratiquer. Est-ce que j'ai dit se pratiquer? Oui, c'est ça. Parce que les gens pensent que ça veut dire ça. Non. C'est vraiment de la pratique qui fait que tu développes des compétences, tu t'améliores. C'est une bonne question, ça. Je dirais qu'on devient vulgarisatrice plus qu'on est vulgarisatrice parce que pour être une bonne vulgarisatrice, selon moi, ça prend des compétences, ça va prendre des connaissances. Puis, tu sais, il n'y a personne qui peut venir au monde avec ces compétences et connaissances-là. Puis, tu
sais, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui vont naître avec des caractéristiques, des traits de personnalité qui vont faire en sorte qu'ils vont être des meilleurs vulgarisateurs ou vulgarisatrices. Par exemple, il y a des gens qui aiment ça puis qui ont une facilité pour parler devant des gens, c'est sûr, ça va les aider. Il y a d'autres personnes qui ont vraiment une facilité pour synthétiser de l'information pour l'expliquer à d'autres gens, c'est sûr que ça aussi, ça peut les aider. Mais je crois que tout le monde peut vulgariser dans la mesure où il y a un intérêt de le faire. Puis tu sais, en bout puis moi, là, je pense pas que quand le pharmacien est né, là, les médecins ils ont dit à ses parents « Oh, félicitations, vous venez d'avoir un vulgarisateur! » Tu sais, je pense que ça s'est peut-être un peu décidé plus loin dans sa vie, là. Mettons. On devient la vulgarisatrice qu'on peut devenir en étant qui on est, parce qu'il n'y a pas vraiment comme un portrait type d'une personne qui fait de la vulgarisation, ça peut prendre tellement différentes formes. Tu sais, une des personnes, moi, qui m'a plus influencée depuis que je suis jeune, là, je dirais, c'est Charles Tisser, l'amour de ma vie, j'ai envie de dire. Après mon chum, peut-être. Tu sais, lui, il anime, genre, l'émission de vulgarisation scientifique la plus écoutée au Québec. Il s'est confié, là, à plusieurs endroits, là, qu'il avait eu des problèmes de réussite scolaire quand il était plus jeune, parce que il vivait avec un trouble de dyslexie. On pourrait croire que comme une personne qui a des difficultés d'apprentissage emprunterait pas nécessairement, genre, une voie de vulgarisation qui demande, surtout à la télé, là, de parler, puis de parler à la meilleure Radio-Canada en plus. Et pourtant, tu sais, Charles Tisser est rendu là, donc je pense que c'est un exemple encore plus inspirant pour tout le monde que, c'est ça, là, tu sais, si t'es moindrement curieux puis que t'as envie de faire ça, il y a moyen de le faire, là. Est-ce que je devrais adresser le changement de langue? Il semblerait que les forces de la désinformation ont infiltré l'appartement de Moira pour essayer d'empêcher le tournage de cette vidéo. Donc, après avoir augmenté les mesures sanitaires pour pas qu'on puisse se réunir pour filmer, m'avoir donné la COVID pour pas que je sois capable de tourner une vidéo, ils ont décidé de briser la lampe de Moira pour pas qu'on puisse continuer de tourner la vidéo, mais nous sommes invincibles et nous allons poursuivre. Avec une autre langue. Avec une autre langue. Donc, pour ce qui est d'un vulgarisateur qui m'aurait particulièrement inspiré dans ma vie, je veux juste copier Moira. Moi aussi, Charles Tisser puis toute l'équipe de Découverte qui ont vraiment influencé ma passion pour la science et pour la vulgarisation. Mais là, je sais pas si vous les connaissez, mais moi, je dirais les vulgaires. Honnêtement, abonnez-vous à leur chaîne, suivez-les sur Instagram, donnez-leur leur propre série Netflix quelqu'un. Mais mis à part les vulgaires, je dirais que ça serait définitivement Olivier Bernard, qui est aussi connu sous le nom du pharmacien. Littéralement, là, en mai dernier, il a slide dans mes DM sur Instagram, puis j'ai pleuré. Mais comme dit, dis pas, là, pour vrai, parce que c'est vraiment gênant, là, fait que, genre, ça va rester entre nous, OK. Mais c'est vraiment un des pionniers de la vulgarisation scientifique au Québec, puis je pense qu'il a encouragé plein de personnes, plein de scientifiques, incluant moi, à sortir de leur labo justement pour se sentir à l'aise de se prononcer sur la place publique. J'aime comment il va utiliser l'humour dans ce qu'il fait. Je le trouve aussi courageux, ambitieux, humble, empathique. Puis honnêtement, si je peux être la moitié de ce que Olivier Bernard est, ça va faire mon affaire en masse, là. Pour dire qu'une seule personne, non, il n'y en a pas. Il y a plusieurs personnes, puis même des contemporains, là, comme Carl Jean-René Martin Carly, qui s'investit beaucoup aussi dans l'espace public. Puis, honnêtement, je dois dire, je m'inspire de tout le monde. Je m'inspire, moi, là, je m'inspire de vous autres, je m'inspire de la baleine nomade, d'autres personnes qui font différentes choses. Je m'inspire des humoristes qui réfléchissent. Je m'inspire de tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas un modèle précis, mais s'il y a une personne, je dirais, quelqu'un qui n'est pas tellement connu, Ariel Fenster à McGill, là, qui a beaucoup contribué à promouvoir la science auprès des jeunes, que je trouve vraiment bon. Quand j'ai réfléchi à cette question-là, ça m'a justement fait prendre conscience que les vulgarisateurs qui m'ont influencée sont pas mal tous des hommes, parce que j'ai l'impression que quand j'ai grandi, il n'y avait vraiment pas beaucoup de visages féminins qui représentaient la science. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, tu sais, quand on pense vite là, à des vulgarisateurs, il y a comme Charles Tisser, il y a le pharmacien, il y a Boucard Diouf, il y a David Attenborough d'un point de vue anglophone avec tous ses documentaires sur les animaux incroyables. Bill Nye, aussi du point de vue anglophone. Ouais, non, je suis très d'accord que
Le paysage est très masculin. Je pense que c'est un peu en train de changer, là. La relève scientifique, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont impliquées en vulgarisation. Ouais, parce que les vulgarisateurs et les vulgarisatrices sont les miroirs de la réalité en sciences. Il nous reste encore beaucoup de chemin à faire là, pour avoir un 50-50 hommes-femmes dans les chercheurs à l'université. Donc, c'est certain que s'il n'y a pas beaucoup de femmes en sciences, on peut pas en inventer qui vont se lancer en vulgarisation. Fait que comme tu dis, ça va changer comme dans les prochaines générations. Mais je pense que c'est super important aussi pour que, tu sais, de voir des visages féminins qui vulgarisent la science, ça inspire des jeunes filles à se lancer peut-être en sciences ou à juste comme se dire, hey, ben, tu sais, c'est accessible pour moi aussi, là, si je vois cette madame-là parler de la science. C'est d'autant plus important qu'il y a des vulgarisatrices aussi incroyables que toi, Alicia. Et toi, Mayra, bien sûr. Et tous les autres comptes qu'on aime beaucoup suivre sur Instagram et ailleurs continuent d'exister. La dernière question à laquelle on veut répondre aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut valoriser davantage la vulgarisation dans notre société? Une des premières barrières qu'on pourrait enlever à la vulgarisation, selon moi, c'est que je trouve que c'est pas assez valorisé dans la carrière des jeunes scientifiques. Donc, c'est un peu vu comme un hobby qui gruge du temps qu'on pourrait autrement passer à faire des expériences, à écrire des articles, à être publié. C'est pas traité à sa juste valeur parce qu'on s'entend que la vulgarisation, c'est absolument essentiel. Ça sert à quoi de faire de la science si après ça, on la rend pas disponible pour le grand public? Surtout que les chercheurs académiques, la recherche qu'ils font est financée par des fonds publics, donc c'est les taxes des contribuables. Donc, il faut qu'il y ait comme un retour à un certain point dans la communauté sur genre les impacts de la recherche, puis ça passe par la vulgarisation. À quoi ça sert de mettre de l'argent en recherche? Souvent, souvent, la question de monsieur et tout le monde, c'est trouves-tu des affaires des fois? Tu cherches quoi? Tu es un chercheur. Puis peut-être que c'est comme ça qu'on va convaincre les gens que c'est important de mettre de l'argent en recherche parce que la recherche fondamentale, c'est ça qui crée de la richesse, c'est ça qui crée de la santé, c'est ça qui crée de l'égalité socio-économique dans notre société. Mais on ne le voit jamais cet espace-là. Les nouvelles pratiques pédagogiques, c'est pas arrivé comme ça, là. La réussite éducative, ça n'arrive pas comme ça. C'est parce qu'il y a des chercheurs, des chercheuses qui travaillent dans des laboratoires, qui font des études et qui trouvent des nouvelles méthodes pédagogiques qui vont faire que les jeunes réussissent mieux, que les personnes, les aînés vieillissent mieux. Les gens ne voient pas ça, puis moi, je pense que c'est important de bien cerner ça. Comment on peut valoriser ça? C'est clair que ça passe par la valorisation au niveau des organismes subventionnaires qui vont reconnaître au même titre qu'une publication, bien, une implication dans une activité de vulgarisation. Ça passe aussi par les universités qui reconnaissent ça. En ce moment, si tu veux devenir professeur titulaire, la promotion au niveau de professeur titulaire est seulement, exclusivement reliée à faire de la recherche. Si tu fais de la recherche, tu vas devenir prof titulaire. Si tu es un vulgarisateur scientifique ou un prof extraordinaire qui développe des nouveaux outils pour l'apprentissage, tu ne seras jamais titulaire. Si tu n'as pas de publication, tu n'as pas de subvention, tu ne seras jamais titulaire. Si tu n'as pas de subvention, si tu n'as pas de publication, tu ne feras jamais partie d'un réseau de recherche. Ça manque. Et cette dévalorisation de la vulgarisation, bien, ça passe par la reconnaissance de l'importance de ça. En ce moment, par exemple, si on applique à une bourse, si on fait, par exemple, des activités de vulgarisation, c'est assez difficile des fois d'essayer de plugger dans la demande que c'est quelque chose qu'on fait. C'est plus vu comme limite comme on disait, un hobby. Fait que je pense que ça serait important de considérer ça comme une activité qui est constructive dans un contexte de jeune carrière scientifique. Il faut quand même dire que c'est une situation qui est en train de changer, donc la vulgarisation est de plus en plus considérée comme du travail productif en sciences et non pas juste genre un hobby puis un petit plus qui n'est pas tant considéré. Les chercheurs ont 24 heures dans une journée puis on dirait qu'ils ont comme 30 heures de travail à faire rentrer dans 24. Fait que si tu leur demandes en plus de faire de la vulgarisation, mais qu'au final, ça leur apporte rien, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Je peux comprendre pourquoi il y en a certains qui vont comme délaisser cette partie-là importante de leur rôle de scientifique. Je pense que les jeunes puis les gens en général sont intéressés à entendre parler de la science.
Puis si je me trompe pas, il y a même eu des sondages au Québec qui ont rapporté que les jeunes, ils veulent entendre des experts, des scientifiques se prononcer sur ces sujets-là. Fait que je pense que l'intérêt de la population est là. Ce qui manque, c'est peut-être les ressources pour les gens qui en font. Par exemple, je pense qu'en France, il y a des fonds qui sont disponibles pour des youtubeurs qui font de la communication scientifique. Je pense notamment à Syllabus et à Dirty Biology, qui sont 2 youtubeurs que j'adore. Puis je pense que d'avoir un peu plus de ressources pour les vulgarisateurs ici au Québec, ça serait la première étape pour mettre le travail de ces personnes-là de l'avant. Sinon, je pense qu'une manière de mettre en valeur davantage la vulgarisation, c'est d'outiller les scientifiques pour une future carrière là-dedans. Par exemple, à la Faculté des sciences et génie, nous, quand on était au bac, on a eu 3 cours de communication scientifique. Puis dans ces cours-là, on apprenait à juste comme vulgariser, résumer dans des mots plus simples des articles scientifiques qu'on lisait. Puis bon, c'est vraiment la base, mais il faut comme commencer par la base pour après ça devenir fofolle et faire des vidéos. Donc, je ne sais pas comment c'est dans les autres universités, mais je pense que la FSG est vraiment un modèle à suivre à ce niveau-là. Une autre solution qui pourrait être appliquée, je pense, par chacun d'entre nous, ça serait d'être plus conscient du contenu qu'on consomme sur les réseaux sociaux. Donc, au lieu de passer notre temps à regarder sans vraiment être intéressé des stories de thé qui donnent la diarrhée puis de voyage à Punta Cana, peut-être de choisir de unfollow des gens qui propagent de la désinformation, quitte à peut-être moins être au courant de leur vie, puis de choisir de suivre des comptes qui vulgarisent la science, qui apportent des propos nuancés sur des sujets chauds, qui font un travail important pour essayer de rendre justement les réseaux sociaux plus instructifs, plus constructifs, puis d'apporter un peu de valeur ajoutée à ce temps-là qui est passé sur les réseaux sociaux. Collectivement, on sait que notre vote sur les réseaux sociaux, c'est par des likes, par des follow, par des partages. Je pense que c'est une manière de mettre de l'avant la vulgarisation en décidant de consommer des plateformes de vulgarisation scientifique. Parce que justement, le salaire de ces pages-là ne peut pas être le même que d'autres comptes, genre d'influenceuses, de créateurs de contenu. Fait que on peut pas faire des collabs, genre de maillots de bain, là. En conclusion, on espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a inspiré dans votre réflexion sur la place de la vulgarisation dans notre société, puis peut-être vous a encouragé à vous lancer en vulgarisation si c'est quelque chose qui vous intéresse. On s'entend que si vous êtes abonné à notre chaîne, vous êtes probablement déjà des fans de vulgarisation, puis vous n'avez pas vraiment besoin de vous faire rappeler à quel point c'est important. Par contre, si jamais vous avez trouvé notre chaîne par hasard, puis c'est la première vidéo que vous voyez de nous, ben bienvenue, on adore la vulgarisation. Restez ici si vous aussi c'est le cas. Ben, ça veut dire que vous devez vous abonner à notre chaîne. Si jamais notre vidéo vous a inspiré d'autres solutions qui pourraient être mises en place pour favoriser la vulgarisation, laissez-nous-le en commentaire. Moi, je serais vraiment curieuse de savoir aussi c'est qui le vulgarisateur ou la vulgarisatrice qui vous a le plus influencé, juste à être curieux en général par rapport à la science. J'accepte de partager mon Charles Tisser avec quelqu'un d'autre que Alicia, donc gênez-vous pas à dire si c'est lui aussi. Donc, c'est tout pour nous aujourd'hui. Si vous aimez la vidéo, laissez-nous un like, abonnez-vous à notre chaîne et peut-être même à notre page Instagram. On promet que normalement, on ne fait pas des vidéos avec un méga conflit d'intérêts où on parle de l'importance de la vulgarisation en tant que 2 vulgarisatrices. Tant qu'on va en reparler. Sur ce, on vous dit à la prochaine!